Jacques Neria, bonjour, colonel de réserve des renseignements militaires israéliens. Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense, communique en se félicitant de la progression des troupes dans la bande de Gaza, alors que l'impression générale tout de même, c'est qu'il n'y a pas véritablement de progrès, il n'y a pas d'otages libérés, bien au contraire, chaque jour, quasiment, on apprend la mort d'un otage supplémentaire. Les dirigeants du Hamas n'ont pas été ni arrêtés, ni éliminés, comme l'armée israélienne nous l'avait promis. Est-ce que véritablement cette impression de surplace est justifiée ? Je ne crois pas. Je pense que c'est regarder les choses de cette façon-là, c'est comme si on regarde un verre à moitié vide ou à moitié plein. Je propose qu'on regarde des choses à moitié plein. À moitié plein, ça veut dire que nous avons investi la bande de Gaza, nous sommes présents, alors que le Hamas ne pensait même pas que nous aurions le courage de traverser les frontières et d'investir la bande de Gaza. Nous sommes présents. Alors, celui qui est encerclé aujourd'hui, c'est Noir. Ce n'est pas Israël. Israël a tout simplement repoussé l'attaque du Hamas, a éliminé pour l'instant plus de 12 bataillons du Hamas. Donc il faut comprendre que nous sommes en train de nous battre contre non pas des camps de réfugiés, mais des camps retranchés. Ce sont des fortifications qui ont été bâties pendant plus de 15 ans, sous le nez, je dirais, et la connaissance naturellement des services de renseignement israéliens, mais certainement pas dans la dimension que nous le voyons aujourd'hui. Alors regardons ce qui se passe. La partie nord a été complètement détruite. Il y a encore quelques petites poches de résistance, et là-bas, ça sera terminé dans les jours qui viennent. Israël est passé à l'attaque dans la ville de Gaza, a demandé l'évacuation de Khan Younes. Il y a déjà plus de entre 20 et 30% de la population a quitté Khan Younes. Khan Younes est encerclée totalement. Elle est isolée des autres villes de la bande de Gaza, de Rafah et de Deir el-Balah. Donc je dirais, et naturellement, les camps de réfugiés comme Nuseirat sont attaqués. C'est là où les derniers tirs de missiles se sont passés. Naturellement, on aurait aimé voir une avancée beaucoup plus rapide des unités israéliennes. Mais simplement, si cela se faisait, le nombre de victimes du côté israélien aurait été doublé et triplé, peut-être même plus. Donc il faut avancer lentement, sûrement. La machine de guerre, le hachoir israélien est en train de travailler, et il faut voir il faut regarder, je dirais, dans la durée d'une semaine, de 2 semaines d'aujourd'hui, où nous serons. Alors justement, parce que tout le monde s'accorde à dire que d'ici la fin janvier, il y aura très probablement des pressions américaines pour que l'opération, dans sa phase actuelle, c'est-à-dire l'opération la plus massive, prenne fin avant qu'on passe à une troisième phase de l'opération beaucoup plus ponctuelle. Est-ce que d'ici ce délai, la fin, un mois environ, est-ce qu'Israël pourra affirmer que l'armée a plus ou moins atteint ses objectifs de guerre ? Alors, comme on le voit sur le terrain, on comprend maintenant la tactique de guerre israélienne. C'est de s'attaquer d'abord et d'isoler les différentes villes, et ensuite prendre soin de chaque ville et de la nettoyer de sa présence terroriste. Alors, on l'a vu dans le nord, et il y a encore quelques poches, comme je le dis, mais donc c'est la tactique utilisée. D'ici un mois, je dirais d'ici un mois jusqu'à la fin janvier, on sera, je dirais, bien plus avancé dans le combat avec le Hamas. Le Hamas sera acculé à ses dernières positions, ou bien il prendra soin de se réfugier à Rafah. Et rapidement, est-ce que véritablement, lorsque ce sera le cas, le Hamas pourra négocier dans des conditions acceptables du point de vue israélien? Écoutez, à mon avis, le Hamas comprend très bien que les otages, c'est sa carte de survie. Donc, s'il veut vivre, il faudra qu'il négocie. Et s'il choisit de devenir un martyr, que l'histoire se rappelle de lui comme un martyr, eh bien, il ne négociera pas jusqu'à la fin. Merci beaucoup, Jacques Neria. Vous restez avec nous, bien évidemment. On aborde maintenant la situation sur la frontière israélo-libanaise, où nous retrouvons notre journaliste Nicolas Laurent. Nicolas, bonjour. Qu'en est-il de la situation là où vous vous trouvez au lendemain de la mort d'un soldat israélien tué par un tir de missile du Hezbollah ? On assiste à un début de matinée assez calme, du moins en ce qui concerne les attaques du Hezbollah, puisque les sirènes n'ont pas retenti ici dans les localités du nord d'Israël depuis hier 17h, ce qui est assez rare pour être souligné. En revanche, concernant la réponse de Tsahal, elle se fait toujours entendre à l'heure où on se parle, avec beaucoup de tirs d'artillerie entendus, et on a appris par les médias libanais que Tsahal était en train de mener des frappes ciblées dans le sud du Liban, à Kafar Kila précisément, où Tsahal vise d'abord des zones de lancement, mais aussi
des structures militaires appartenant au groupe chiite. Pour revenir sur la journée d'hier, ça a été une journée étonnamment calme, ou du moins il n'y a pas eu énormément d'attaques du côté du Hezbollah, 3 seulement entre guillemets, mais des attaques meurtrières et assez impressionnantes, notamment la première de la journée hier aux alentours de 8h30 avec 20 tirs de roquettes tirés depuis le Liban en direction de l'ouest de la Galilée, autour de la commune de Shtoula. Cela fait un mort du côté israélien avec un sergent âgé de 19 ans qui a été tué et un autre soldat gravement blessé qui est toujours en soins intensifs. Alors on se parle et on ignore si ces jours sont encore en danger. Merci beaucoup Nicolas Laurent depuis la frontière israélo-libanaise. Jacques Neria, Nicolas Laurent vient de nous le dire, hier les attaques ont été meurtrières puisque un soldat israélien a été tué, mais elles étaient moins nombreuses qu'auparavant et Nicolas Laurent a également insisté sur le fait que depuis hier, en début de soirée, les tirs de missiles étaient moins nombreux que ce à quoi on avait été habitué au cours de ces dernières semaines. Est-ce que véritablement on peut parler d'un changement d'attitude de la part de Hezbollah ou est-ce qu'il faut rester prudent ? 1, il faut rester prudent. 2, je ne considère pas les attaques par le nombre de missiles. Voyons ce qui a été choisi. Donc c'est la qualité des objectifs. Hezbollah a décidé de détruire systématiquement toute la première rangée des maisons civiles le long de la frontière. Donc on voit les maisons, la première rangée de maisons, elle est tout là détruite, à Misgav-Am, à Avivim, à Dovev. C'est ce que le Hezbollah est en train de faire, c'est seulement détruire pour essayer d'empêcher le retour des citoyens qui ont quitté. C'est d'un. De 2, c'est le choix des objectifs est très perturbant quand on sait, par exemple, que le Hezbollah a envoyé un drone d'attaque, un drone suicide sur la plateforme gazière de Karish. Donc là, je dirais, imaginez-vous un instant que que ce drone-là atteint la plateforme gazière et explose là-bas. Nous sommes en guerre, mais alors une guerre totale avec le Hezbollah. Donc je dirais. C'est ce qu'il cherche Alors le Hezbollah essaie de nous attirer. Pourquoi est-ce qu'il essaie de nous attirer pour nous mettre en conflit avec les États-Unis qui ne sont pas intéressés à une guerre régionale, qui ne veulent pas d'une intervention israélienne au Liban, qui ne veulent pas la destruction du Liban à cause des attaques. Alors le Hezbollah, scénario, ça semble peu probable. Alors le Hezbollah n'a pas peur d'Israël. Le Hezbollah n'a pas peur d'Israël. Le Hezbollah n'a pas peur aussi des Américains. Il a je dirais l'appui complet de l'Iran. Regardez ce qui se passe. Les Iraniens avaient un navire en mer Rouge qui donnait toutes les données et les coordonnées des navires des commerciaux qui étaient en route pour Israël. Et de cela, il est passé aux Houthis pour pouvoir envoyer leurs missiles. Et qu'on fait, je dirais, qu'a fait la Confédération, la Total, pour l'instant rien contre l'Iran, alors que la Maison-Blanche a accusé directement l'Iran de faire part de ces attaques-là en mer Rouge. Donc je dirais de ce point de vue-là, il faut s'attendre à ce que l'escalade entre nous, le Hezbollah, devienne de plus en plus sérieuse à partir du moment où il comprendra, où il verra que la situation est désespérée du côté du Hamas. Merci beaucoup Jacques Neria. Depuis le début des hostilités, plusieurs dizaines de milliers d'habitants du nord du pays ont dû évacuer leur domicile, on vient d'en parler. Dans les localités de la zone frontalière, on ne croise que des soldats et quelques rares civils dont la présence sur place est obligatoire. Exemple dans la petite ville de Metula, en Haute-Galilée, image commentée par Jérémy Renou. וזה ממש הכניסה לבית, אתה רואה כל המשקופים פשוט נעקרו. הבית כאן, כן. הדלת האפמה 50 מטר לרחוב. לאן הגיע? זה קיר שהתמוטט, וכאן גם החדר כביסה, הוא קרס, הוא נפל. La maison des parents de Ricky a été presque entièrement détruite. Chaque jour, depuis le Liban, les terroristes du Hezbollah lancent des missiles anti-chars sur des postes de Tsahal et sur des maisons appartenant à des civils. Voici à quoi ressemble une de leurs cibles, une fois touchée. Les dégâts sont énormes. Il n'y avait personne à la maison. À mon avis, on ne pourra pas revenir ici. Nous allons devoir démolir cette maison et en construire une nouvelle. Cette maison n'est pas la seule à avoir été endommagée dans la rue. Tout le quartier a été transformé en zone de combat. À l'extérieur, on retrouve un autre incident dans une zone qui n'a pas encore été sécurisée. Il est recommandé à tout le monde d'éviter de se rendre dans ses habitations près de la frontière. חד משמעית, אפשר לראות את זה מכאן, חשופים לגמרי. גדר הגבול עוברת 30 מטר מאיתנו, הבית נמצא כאן, בגלל זה הוא הראשון שחוטף, וגם בעיתות שלום, הם השומר שלנו. כן, לגמרי. כמו שאתה רואה, זה באמת
הכי קרוב. הכי קרוב, הכי חשוף. טוב, לא סימפטי, אנחנו נלך כן, נתרחק מכאן. C'est la communauté la plus au nord d'Israël. Elle ne s'est jamais retrouvée ainsi à l'abandon. Au cours des 2 derniers mois, les habitants ont vécu dans un état d'alerte permanent. La nuit dernière, des roquettes ont été lancées depuis le Liban. Les procédures de sécurité, déjà strictes, ont encore été renforcées. זה קצת מוזר. אנחנו הולכים עם נשק ואפוד במטולה. Oui, Metula est le point le plus au nord d'Israël et c'est un endroit menacé de tous les côtés en ce moment. C'est la façon la plus sûre de se déplacer pour l'instant, armé, avec des casques et des gilets pare-balles. Depuis le début, la mission dans le nord a été définie par le gouvernement comme une mission de défense. C'est une réalité que les soldats du bataillon, qui sont des vétérans de la brigade Nahal et qui ont été appelés ici le 7 octobre, ne comprennent pas toujours. Nous sommes ici depuis 75 jours et la population se préoccupe surtout de savoir quand est-ce que nous allons avancer pour que les habitants de Metula puissent rentrer chez eux. Je pense que nous pouvons faire des progrès. Je ne serai pas mécontent de nous voir passer à l'offensive et je crois que cela finira par arriver. Nous sommes prêts, il n'y a pas de problème de ce côté-là et ni de motivation. Il suffit qu'on nous donne un ordre et nous serons à déroute. À l'avant-poste de Narkis, qui contrôle toute la région, les soldats ont maintenant terminé une attaque contre des positions du Hezbollah. Ces images ont été tournées au Liban depuis le village de Kila, de l'autre côté de la frontière. Nous avons défini une zone au sein de laquelle nous éliminons tous ceux qui viennent du Hezbollah. Depuis que nous sommes ici, nous avons compris qu'il est plus difficile de repérer un ennemi de l'autre côté. Il recule et il y a une bonne raison à cela. Nous effectuons des tirs précis sur tout ennemi qui tente de s'approcher ou de s'infiltrer. Parmi les habitants du Nord, la frustration se fait de plus en plus ressentir en raison du temps qui passe et des dizaines de milliers d'habitants qui ont été évacués de chez eux. Certains des réservistes connaissent très bien cette situation. Pour faire simple, après tout ce qu'on a reçu au cours des 70 derniers jours, ma fille de 6 ans m'a dit « Papa, vas-y pour qu'on ne reçoive pas d'autres roquettes ». Voilà ce qu'elle m'a dit dans un hôtel. Elle ne va même plus à l'école normalement. Ma mission, je l'accomplis pour cette petite fille de 6 ans. Nathaniel, un habitant de Sderot, reste optimiste et pense que le changement que tout le monde attend n'est plus très loin. 7 amis à moi ont été tués jusqu'à présent, que ce soit pendant le Shabbat noir ou à cause de la guerre à Gaza. Mais il n'y a rien à faire, c'est notre mission et c'est notre tour d'agir. Oui, je pense à ma femme aussi. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage, alors Mazel Tov, Michali. Voilà nos quartiers généraux, c'est pour ça que l'on se bat. Ces dessins respirent l'innocence et la simplicité. Ils proviennent de personnes qui ont bon cœur, ils incarnent l'innocence qui existe encore dans ce monde. Et ça nous rappelle pourquoi on se lève chaque matin. On a reçu une alerte, on prend nos positions, on entre dans les espaces protégés et plus tard, nous allons tirer sur le Liban, sur les cibles que nous avons repérées. Pendant ce temps, à Metula, les rues ont été plongées dans le noir pour empêcher le Hezbollah de frapper les maisons. La salle de guerre du conseil municipal est presque le seul endroit encore éclairé. La communauté est très calme. Quand je me réveille le matin, surtout les jours ensoleillés, j'entends juste le chant des oiseaux et le silence. Il n'y a plus personne ici. Je n'entends pas d'enfants. Je ne vois plus de voitures. Cela me déprime. L'autre jour, je conduisais dans la rue Rishonim à Metula et une voiture s'est arrêtée devant moi. Et je me suis dit, mais qui peut bien se rendre à Metula? Il s'agissait en fait d'un membre du service des urgences qui avait terminé son service et qui rentrait chez lui pour prendre une douche. Le conseil a commencé à travailler avec un psychologue sur un plan de réhabilitation psychologique pour les 2000 résidents afin de se préparer à leur retour. Mais il est clair qu'au lendemain de la guerre, certains choisiront de ne pas revenir. 7 familles sont déjà parties. Elles sont venues avec des camions, nous les avons accompagnées. L'une des maisons était située dans un endroit très exposé. Et j'ai entendu parler certaines personnes, principalement des femmes qui disaient « Nous ne retournerons pas à Metula. Nous n'y reviendrons pas avec nos enfants. » Ce sentiment est partagé par de plus en plus de monde. Je veux espérer que nous pourrons retourner à nos vies, à notre maison, une maison que nous avons construite face à la frontière. Il faut être patient, c'est ce qu'ils nous disent. Alors nous faisons preuve de patience. Je ne veux pas recommencer ma vie ailleurs. C'est ici que je suis née et que j'ai grandi. Et c'est ici que je veux continuer à vivre et à élever mes enfants.
Sur le plan diplomatique, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté hier une résolution appelant à l'accélération immédiate de l'acheminement de l'assistance humanitaire vers la bande de Gaza. La résolution demande également la libération des otages et, je cite, la création des conditions qui pourraient permettre la fin des hostilités. Kessi Lasseli nous en dit plus. Ceux qui sont en faveur du projet de résolution contenu dans le document 2023-1029 sont priés de lever la main. Autour de la table du Conseil de sécurité des Nations Unies, le vote est quasiment unanime. Avec 13 voix pour, 0 contre et l'abstention de la Russie et des États-Unis, le projet est désormais validé. L'acheminement à grande échelle de l'aide humanitaire à Gaza, sans appeler à un cessez-le-feu, doit se faire immédiatement. Israël condamne. Aucun paragraphe de la résolution ne dénonce les actes du Hamas. Si ce Conseil cherche à mettre fin aux hostilités, il devrait commencer par soutenir la mission d'Israël de rendre les otages et d'éliminer la menace du Hamas. À tout le moins, il doit empêcher le Hamas de se donner les moyens d'agir. Tout comme ce Conseil s'est engagé à augmenter l'aide, il devrait également s'engager à bloquer la contrebande d'armes et le transfert d'armes aux terroristes du Hamas. Depuis le début de la guerre, Israël gère les convois humanitaires. La version adoptée propose un système de contrôle sous l'égide d'un coordinateur de l'ONU. Celui-ci sera chargé d'accélérer le processus d'acheminement en concertation avec les parties. Israël maintient que lui continuera à inspecter toute aide humanitaire qui rentrera dans Gaza. Cette résolution est un pas dans la bonne direction, elle doit être appliquée et accompagnée par une pression massive pour un cessez-le-feu immédiat. Je répète, un cessez-le-feu immédiat. Si les discussions se sont étalées sur plusieurs semaines, c'est en raison de la référence à une cessation urgente et durable des hostilités. Terme auquel les États-Unis et Israël s'opposent. Un amendement russe voulant revenir à cet appel a été bloqué par Washington, recueillant 10 voix en faveur et 4 abstentions. Voilà, pour tout savoir sur cette résolution adoptée hier donc, par le Conseil de sécurité, on retrouve notre correspondant à Washington, Antoine Lard. Antoine, bonjour. Les États-Unis n'ont pas fait usage de leur droit de veto, ce qui a rendu possible l'adoption du texte. Et pour parvenir à ce résultat, eh bien, il a fallu choisir soigneusement les formulations. Oui, après des semaines de paralysie, le Conseil de sécurité a finalement voté une résolution hier. Il a fallu pour cela 5 jours de négociations acharnées pour écrire et réécrire le texte et finalement trouver une formulation qui évite un veto des États-Unis. On rappelle que Washington a déjà bloqué 2 résolutions similaires. Alors le texte adopté est très édulcoré par rapport au projet initial. Cette résolution en fait exige 2 choses. D'abord, et c'est le point le plus important, une accélération de l'aide humanitaire. Au départ, il était question que l'ONU prenne en charge l'inspection et le contrôle des camions qui entrent dans Gaza, ce qui aurait permis de fluidifier les opérations et donc de faire rentrer plus d'aide. Seulement voilà, Israël ne veut pas que l'ONU s'en mêle. Israël veut garder la main sur ses contrôles. C'est une question de sécurité, disent les Israéliens, pour éviter que des armes soient cachées dans les convois de nourriture ou de médicaments. Les États-Unis soutiennent Israël sur ce point, donc cette idée d'un contrôle de l'ONU a été plus ou moins abandonnée. Même chose sur le deuxième point, la résolution dit qu'il faut créer les conditions d'un cessez-le-feu. C'est une formulation très vague, il n'y a pas d'appel à arrêter les combats, même temporairement, là encore parce que c'était une ligne rouge pour les États-Unis. Alors ce texte a reçu une large majorité, 13 voix pour, aucune contre et 2 abstentions, celle de la Russie et des États-Unis. Un résultat applaudi par le représentant palestinien. Il salue un pas dans la bonne direction. Le représentant israélien, lui, fustige cette résolution, notamment parce que le texte ne comporte aucune condamnation du Hamas et des attaques du 7 octobre. Merci beaucoup Antoine Lard depuis Washington. Jacques Néria, rapidement une réaction. C'est une résolution qui peut être acceptable du point de vue le plus important d'abord, c'est le feu vert donné à Israël. Donc il y a un feu vert pour la continuation de la guerre et la continuation des combats, c'est ce qu'il y a de plus important. On sait très bien qu'il y a un quid pro quo, donc il faudra payer en monnaie d'aide humanitaire. On le fera, on n'a pas le choix. Et tant qu'on aura les États-Unis derrière nous, on pourra continuer dans notre lancée. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Fustiger, ne pas fustiger, l'important c'est le travail sur le sol. Merci beaucoup Jacques Néria.